des informations, qui sont des indices pour avancer dans notre enquête. Une enquête, je vous rappelle, qui essaye de confronter au réel, à ce que nous savons, les grands courants de la pensée philosophique et religieux qui, historiquement, ont existé, existent encore parfois dans l'humanité. Euh, alors, nous avons vu en particulier, dernière fois, ce qu'on appelle l'être absolu de Parménide. Voilà, nous comprenons maintenant que quelque chose ou quelqu'un qu'on appelle l'être absolu est nécessairement éternel dans le passé et dans le futur, et que, a priori, cet être absolu, il n'entre pas dans le champ de l'expérience des êtres humains. On ne peut pas l'attraper, le saisir, le peser, le mesurer. Il n'entre pas dans le champ de l'expérience, il n'appartient pas au domaine physique, et c'est pour ça que on dit qu'il est d'ordre dans le domaine métaphysique. Alors bien sûr, très vite, cette intelligence organisatrice d'une façon ou d'une autre, qui n'est pas forcément un dieu, qui est peut-être la matière, hein, comme l'ont dit les atomistes, plutôt les illozoïstes, hein, les stoïciens, cette intelligence peut se manifester d'une façon ou d'une autre, mais il semble que plus on avance dans l'observation du réel, eh bien, plus on constate qu'il y a besoin d'organisation, que c'est très peu probable que, on n'a pas de preuves, mais on observe son intelligence et on s'aperçoit que c'est très peu probable que les choses se fassent sans organisation. C'est d'ailleurs ce qu'avait déjà compris Aristote il y a longtemps. Maintenant, savoir qui est cette organisation, qui en est la cause ou quoi en est la cause, eh bien, ça fait partie de ce que nous essayons de faire, et nous n'aurons certainement jamais de preuves là-dessus, mais nous pouvons avoir un certain nombre d'indices qui coïncident. Alors, vous voyez, la question se pose notamment avec le hasard. Il s'agit de bien comprendre ce qu'on appelle le hasard. Vous voyez, il s'agit de bien comprendre ce qu'on appelle l'organisation. Mais encore une fois, dans certains sujets cruciaux, sujets épineux, sujets souvent chargés d'idéologie, hein, donc d'intention d'avoir raison, eh bien, il y a le fameux sujet de l'évolution qu'on appelle darwinienne, mais en fait, elle est plus large que ça. L'évolution, c'est d'abord le constat, c'est devenu, disons même, le constat que il y avait des espèces vivantes relativement euh, simples, on va dire, hein, non, qui sont déjà des ordinateurs en soi, on y reviendra, mais des organisations simples, comme les unicellulaires des commencements de la vie sur la Terre il y a un peu moins de 4 milliards d'années, et qu'aujourd'hui on constate des êtres humains beaucoup plus complexes, qui sont plus difficiles a priori à faire. Vous voyez, c'est ça la question, c'est que si la vie était entre guillemets facile à faire, comme on l'a cru depuis l'Antiquité, avec cette croyance dans la génération spontanée. On croyait que la vie pouvait apparaître spontanément comme elle voulait un peu partout. Et ben, à ce moment-là, ça ne demande pas d'intelligence, quelque chose qui est facile à faire. Ou alors ça demande des lois de la nature. Alors les lois de la nature, on pourrait dire, elles ne sont pas intelligentes, ce sont des lois de la nature. Mais si nous analysons, si nous creusons ce qu'on appelle les lois de la nature, eh bien, nous allons vite nous rendre compte qu'elles demandent, elles aussi, de l'intelligence. C'est pas la même, enfin, disons qu'elle est peut-être, je ne sais pas si c'est plus ou moins, peu importe. Mais quand je regarde un cristal naturel, hein, eh bien, nous savons aujourd'hui quelles sont les conditions de température, de pression, etc., pour que un tel traitement du carbone puisse avoir lieu. Bon, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, mais on connaît les histoires de pression, etc. Ou des cristaux de neige, nous voyons dans quelles conditions ils se forment, etc. Vous voyez, nous voyons bien qu'ils répondent à des lois de la nature. C'est pas moi qui ai inventé le mot loi. Qui dit loi dit un système organisé, pensé, qui fonctionne, qui est soumis à l'épreuve, qui fonctionne dans telles conditions, etc., etc. Voilà. Les lois de la nature, croire qu'elles sont là toutes seules, c'est un peu hâtif. Hein. Tout le monde va vous poser la question, mais comment est-ce que vous justifiez cette présence de lois qui sont opérantes, etc.
Il suffit pas de dire il y a des lois, il faut voir si ça pourrait se faire tout seul. Et encore une fois, c'est ce qui s'est passé pour le vivant. Hein, on a cru longtemps, pendant des milliers d'années, jusqu'au 19e siècle, que la vie pouvait se faire toute seule, que c'était finalement assez simple, des choses se rencontraient. Attention, je ne parle pas de la transmission de la vie, hein, bien sûr, qui est ça effectivement connu et simple, hein, mais je parle de l'apparition de la vie, la naissance de la vie dans un sac de farine que des bestioles sortent spontanément. Eh bien, Pasteur a démontré que c'est impossible. Voilà. Bon, la vie, depuis 100 ans, 150 ans, nous savons que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait avant. Et il ne suffit pas de dire, voilà, on va comprendre un jour les lois de la nature qui font la vie. D'ailleurs, on les cherche. D'ailleurs, Darwin pensait qu'il y avait justement une ressemblance, il y avait une passerelle naturelle, évidente, entre un caillou, matière inerte, et une fougère vivante, et qu'on trouverait là dans les 10, 20, 30 années qui suivaient, que les sciences allaient trouver la passerelle entre les deux. Mais à ma connaissance, on n'a pas trouvé cette passerelle. Vous voyez. Alors, j'avais employé une métaphore, non pas pour dire comment se fait la vie, mais pour dire comment ce qu'on appelle hasard ou ce qu'on appelle non-hasard. Tout ce qui n'est pas du hasard pur, le hasard pur existe. Évidemment, le hasard simple, je rencontre un ami dans la rue, là, en temps de confinement, on a chacun nos trucs, bon, on se rencontre, nos trajectoires se croisent. Mais si, en sortant, alors qu'il y a assez peu de monde dans la rue, finalement, je rencontre, non pas un ami, ce qui est assez simple, assez envisageable, et on peut appeler ça du hasard. D'ailleurs, le mot hasard n'est pas un terme scientifique, c'est un terme philosophique pour expliquer. Le terme scientifique sont probabilités, euh, les probabilités et les statistiques. Bon. Mais si je rencontre un deuxième ami, un troisième, un quatrième, un cinquième, etc., d'abord, on ne va pas avoir le droit de se réunir parce que en ce moment, ce n'est pas le moment, mais on voit bien que, bien sûr, le hasard peut le faire, bien sûr, le hasard, aucune organisation intelligente, aucune loi de la nature, bon, pour faire que cinq amis se rencontrent peut-être par hasard, bon, éventuellement. Mais s'ils sont 200, s'ils sont 800 à se rencontrer en temps normal, vous voyez, ben, on voit bien, si vous voulez, on peut toujours dire que c'est le hasard, c'est toujours permis, puisque de toute façon, c'est un terme fictif, enfin c'est un terme philosophique, c'est une interprétation qui dit, ah, je ne veux voir aucune intelligence organisatrice. Donc, s'il y en a 800 ou 1000 qui se rencontrent, ça peut être le hasard, c'est possible statistiquement. C'est vrai, c'est possible statistiquement. Mais est-ce qu'il ne serait pas plus naturel de se dire, tiens, ben, c'est tellement compliqué à faire que moi, je pense qu'il doit y avoir une intelligence organisatrice derrière, c'est tout. Et je ne passerai pas pour un idiot en disant ça, ni pour un superstitieux, ni quoi que ce soit. Et cette intelligence, ça peut être tout simplement mon épouse qui organise ça pour mon anniversaire ou pour autre chose. Bon, vous voyez, bon, c'est un peu la même chose qu'un autre exemple avec pour comprendre le hasard. Plus ça devient complexe, plus en général, quelque chose nécessite de l'intelligence organisatrice. Voilà, c'est ce qu'avait vu Aristote il y a longtemps. Donc il n'y a pas de religion derrière ça. Aristote n'est pas suspect d'être un bon diosard, d'être un curé, un pasteur, un rabbin. Aristote réfléchit avec son intelligence et il élabore ce qu'il appelle la théorie de l'information, ce qui est assez intéressant. Alors, vous voyez, l'autre exemple, c'est celui du téléphone. Dans les débuts du téléphone portable, euh, eh bien, parfois on oubliait de verrouiller le clavier, ça pouvait faire des surprises. Un jour, je reçois un texto de mon épouse et c'est marqué 8. Bon, ok. Je me dis qu'est-ce qu'elle veut me dire. Bon, je lui demanderai ce soir parce que je comprends pas le message. Là, il y a un message étrange qui n'a pas l'air de contenir d'informations, mais c'est quand même un message. Bon, le soir, je lui en parle. Elle me dit mais non, je t'ai rien envoyé. Mais si, regarde. Ah, on voit que sur son téléphone, de fait, ah, je sais, dit-elle, c'est dans mon sac. Voilà. Les clés ont tapé sur le clavier et ça est tombé sur toi parce que tu es le numéro un, etc. On comprend là que ben voilà, il n'y avait pas d'intelligence derrière ce message. Il n'y en a pas besoin. Le hasard est capable d'écrire 8 ou 999 ou ZZZ. Il est capable, tout le monde en convient, et on peut renouveler l'expérience autant qu'on veut.
Maintenant, le lendemain, je reçois un nouveau texto de ma femme, et cette fois-ci, il y a marqué « Pense à prendre le pain ». Bon, je rentre à la maison, elle me dit « Bah alors, t'as pas pris le pain ?» Je dis « Non, pourquoi? Pas de raison. Bah, je t'ai pas envoyé un texto, pense à prendre le pain ?» Je dis « Bah si, mais moi j'ai cru que c'était dans tes clés qui avaient tapé ça. » Voilà. Voilà. Et là, et bien sûr, vous avez le droit, si vous êtes mathématicien, de dire « Ah, mais les clés auraient pu taper, prends à prendre le pain, c'est possible, statistiquement, avec les probabilités, c'est possible. » Ben, je dis, oui, ok, c'est possible, mais n'empêche que c'est plus facile de le faire quand on a de l'intelligence. Et surtout si le lendemain, un nouveau message arrive, pense à prendre la salade, un autre message, pense à prendre les pommes de terre. Je ne vais pas chaque fois me dire, tiens, il y a une chance sur 8 milliards que là, ce soit encore une erreur, ce soit les clés qui ont tapé. C'est pas étonnant qu'on cherche de l'intelligence parce qu'on sent bien, ou si vous voyez une statue de sable sur une plage, vous voyez bien que ça demande, ou si vous voyez ces visages, les 4 visages des présidents sculptés aux États-Unis dans le rocher, vous n'allez pas dire ah tiens c'est curieux, c'est le vent, les forces éoliennes qui ont fait ça, l'érosion. On voit bien qu'il faut quelqu'un pour le faire, vous voyez. Donc on pouvait absolument croire, et c'est pour ça que les philosophes grecs ont cru, que la vie c'était facile. Ils disaient, ils avaient cet axiome, la vie est une propriété de la matière, elle est éternelle et se manifeste dès que les conditions sont favorables. Bon, on pouvait leur pardonner de penser ça il y a 2000 ans, c'était intelligent, c'était une possibilité, mais aujourd'hui, ça devient un peu risible. Alors, le problème, c'est que beaucoup de nos contemporains détestent l'idée d'un Dieu, l'idée du Dieu de la Bible et de Jésus-Christ ou d'autres, de l'islam, etc. Ils détestent ça. Bon, c'est leur droit. Mais si vous voulez, c'est pas encore une fois parce qu'on voit qu'il y a de l'intelligence derrière la construction les sculptures des présidents américains. C'est pas parce qu'il y a de l'intelligence que on va dire ouais, c'est la preuve que Dieu existe. On va juste dire c'est la preuve qu'il y avait un artiste là. On va essayer de le connaître, c'est tout. Et peut-être qu'on va justement réussir à évacuer comme ça toutes les fausses idées absurdes sur les dieux, etc. Vous voyez. Alors, surtout que sur la question de encore une fois, de l'évolution, c'est un point qui était très très épineux, hein, c'était le fer de lance. Voilà. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on ne va pas se lancer dans le débat. Ah non, il y a un Dieu qui fait ça. Non, il n'y en a pas. C'est absurde. C'est un débat infini. Infini. Par contre, on peut regarder ce que nous avons là-dessus dans le tiroir des réponses, parce que nous avons plus d'informations qu'au temps de Darwin. Bon. Et alors, ces informations, ce sont lesquelles? Eh bien, il me semble, mais là, je peux peut-être me tromper, c'est mon interprétation, hein, dans mon tiroir là, il me semble qu'aujourd'hui, il y a au moins un point sur lequel les différentes philosophies concernant l'évolution sont en accord, c'est que précisément, il se passe une évolution. Voilà. Il y a une, ou plusieurs d'ailleurs, une évolution depuis les commencements de la vie, il y a presque 4 milliards d'années, une évolution qui est donc ce qu'on aurait pu appeler une montée, une progression. Pourquoi? Parce que de fait, il y a plus de richesse d'informations dans le message génétique pour construire un être humain, homme ou femme, que dans les unicellulaires grossis des milliers de fois d'il y a presque 4 milliards d'années. Il y a plus d'informations. On peut dire qu'en presque 4 milliards d'années, l'information a augmenté sur la planète Terre. Elle a très sérieusement augmenté puisque on est passé de petits messages ADN pour fabriquer l'unicellulaire à des très longs messages ADN. D'ailleurs, c'est pas que la longueur qui compte, hein, mais c'est le contenu surtout. Mais quand même, il me semble bien avoir compris que les messages sont quand même plus longs, mais peu importe, ils contiennent plus d'informations parce qu'il faut tout simplement plus d'informations pour décrire le plan de construction d'un cerveau humain que le plan de construction d'un raton laveur. Bon. C'est pas pour dire que les humains sont supérieurs, ça c'est encore un autre débat. On verra, on pourra en reparler. Bon. Donc vous voyez, l'information a augmenté. Eh bien ça, c'est très intéressant à prendre en compte. Parce que généralement, pour que de l'information augmente, même si on tient compte des hasards et de la lutte, l'évolution, bon, je cherche le mot de Darwin, euh,
la sélection, voilà, la sélection naturelle, entre guillemets, la sélection naturelle et le hasard, est-ce qu'ils suffisent? Bon, bien sûr, on va voir que on n'a rien d'autre, hein, on n'a pas l'intervention d'un dieu, de plusieurs, de monstres, de trucs, mais ce qui est intéressant, c'est que l'information augmente, voilà. Et le fait que l'information augmente, eh bien, c'est au moins le point commun où les gens sont normalement d'accord entre les athées descendants de Parménide et les autres, hein, ou des nouvelles formes d'athées qui disent juste Dieu n'existe pas, le Dieu de la Bible, je ne le supporte pas, ou il est idiot, ou il est une invention superstitieuse. Bon, tout le monde peut dire tout ce qu'il veut, mais disons qu'on va tenir compte de la pensée des gens dès l'instant qu'elle s'inscrit dans la grande histoire de la pensée. S'il y a des nouveautés proposées aujourd'hui, elles ne sont pas toutes connues, publiées, etc. Donc, il faut bien tenir compte de ce qu'on connaît pour comparer des choses comparables. Bon, alors, donc vous voyez, on voit qu'il y a une augmentation d'information et de complexification. Bon. Alors maintenant, encore une fois, les lois de la nature, ou plutôt, on va prendre le problème autrement. On constate qu'il y a trois sortes de choses sur notre planète que nous rencontrons. Les choses dont les hommes sont responsables par leur intelligence, les choses qui sont de la nature, ou qui sont vivantes, et qui sont, maintenant nous savons que c'est le message ADN qui donne des informations, qui donne des instructions du message ADN qui sont des instructions intelligentes, comme pense à prendre le pain, sont des instructions intelligentes, est-ce que n'aurait pas pu être causées par des intelligences, bon, par une ou plusieurs intelligences. Bon. Les lois de la nature, encore une fois, on pourrait dire ah, ça se fait tout seul. Ben, non, ça se fait pas tout seul. Encore une fois, pour un cristal, pour faire des cristaux de neige, pour faire du pétrole dans certaines conditions, etc. Euh, les lois de l'érosion, les lois de la gravitation, enfin, bref, il y a beaucoup de lois. Et d'ailleurs, si on remonte, comme on l'a fait hier au Big Bang, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a en tout cas au moins les quatre premières forces principales qui vont régenter, organiser le monde. Vous voyez, quatre forces, c'est pas juste une loi de la nature, c'est quatre. Eh bien, ces quatre forces, nous allons voir que nous ne pouvons pas aller jusqu'au dépasser le mur de Planck parce que ces quatre forces semblent actuellement, c'est ce que disent les scientifiques, sont en une seule et c'est très difficile d'y voir clair. Bon. Alors, on va regarder d'autres lois de la nature, une loi qui est assez peu connue du grand public, que seuls, a priori, hein, soit les chercheurs, enfin, que ça intéresse à titre personnel, soit en tout cas les étudiants ingénieurs, qui est une loi qui s'appelle le second principe de la thermodynamique. On va voir que c'est une loi qui a suscité beaucoup de remous quand elle a été trouvée, un peu comme la découverte de Pasteur, hein, qui montre que la génération spontanée est une pure fiction. Et bien là, on s'aperçoit que cette loi, qui n'est pas très connue encore une fois, dont les ingénieurs se souviennent des équations de la thermodynamique et d'avoir un peu sué à ce sujet, du moins ceux que j'ai rencontrés, eh bien cette loi nous concerne tous, et concerne tout sur la Terre, et aussi dans l'univers. C'est ce qu'on appelle l'usure. Voilà, l'usure, puisqu'on va s'apercevoir que cette loi explique pour quelles raisons des structures organisées, comme les organismes vivants, plantes, animaux, hommes, mais pas seulement, toute structure organisée, même par des lois naturelles simples, eh bien, ces structures tendent à se décomposer, à retourner à l'état qui pour elle est le plus probable, à savoir la poussière, la dispersion. C'est très intéressant de découvrir, même si notre planète Terre, comme disent les ingénieurs, est un système ouvert, n'empêche que nous voyons bien que toute chose tend à retourner à son état le plus probable. Tout ce qui est composé tend à se décomposer. Voilà. Alors, on va regarder ça, comment ça a été découvert et comment on peut avancer avec, avec ces choses-là. Et comment ça peut nous apporter une réflexion. De toute façon, c'est une information à prendre en compte.
Alors, Alors qu'il faisait des recherches, 1 000 millions de soupapes pour améliorer le rendement des premières machines à vapeur. Il y a un os, patron. Oui, je sais. 1 000 millions de... Nicolas Sadi-Carnot fit une découverte stupéfiante. C'était en 1824. Carnot n'avait alors que 27 ans. J'ai trouvé 1000 boulons. Je crois que je viens de découvrir une nouvelle loi, une nouvelle loi de la nature. Et c'est quoi cette nouvelle loi, patron? Une loi qui fait que la fumée fait tousser et que ça use les poumons, et que ça use les vêtements, et que ça use du savon pour enlever toute cette fichue suie qu'on a partout. Ah, mon vieux Firmin, tu ne peux pas imaginer tout ce que ça use. Un livre. Il faut que j'écrive un livre pour publier mes réflexions sur la puissance motrice du feu. Sur la puissance motrice du feu. Et d'ailleurs, ce sera le titre. Réflexion sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance. Et, et vous croyez que ça va intéresser les gens, patron? Ça va les passionner. Haha. Un livre maintenant. Ça n'a passionné personne. Édité à 600 exemplaires seulement, à compte d'auteur, le livre n'a pas eu beaucoup de lecteurs, hélas. Et aucun de ces lecteurs n'a compris l'immense portée de la découverte de Nicolas Sadi-Carnot. Heureusement, 25 ans plus tard, moi, Rudolf Clausius, j'ai découvert tout à fait par hasard un exemplaire de ce bouquin tombé dans l'oubli, mais impossible de rencontrer Carnot, qui était mort du choléra en 1832 à l'âge de 36 ans, très très jeune, hélas, très jeune. Je n'étais encore qu'un gamin de 10 ans, vivant sagement en Prusse chez mes parents, et usant mes culottes courtes sur les bancs de l'école. Alors j'ai tellement usé mes culottes sur les bancs de l'école que je suis devenu physicien. J'ai donc pu vérifier la grande découverte de Carnot. Couf, couf, couf. Arceau, et quelle est cette grande découverte, mon chéri? Ah, c'est l'entropie, chère Adelaide, du grec entropé, qui signifie retour en arrière. C'est exactement le contraire d'une évolution. Donc c'est une involution. Le fait que tout s'use, tout, absolument tout s'use de façon irréversible. Voilà la clé. Vas, tout ce travail et toutes ces privations pour aboutir à ça, à quelque chose que tout le monde sait déjà. Ya, Adelaide, tu as raison. Les gens constatent que les choses s'usent. Oui, c'est vrai. Tout va vers une usure. On voit ça partout. Machines, objets, plantes, animaux, humains. Tout vieillit et s'use de façon irréversible. Mais les gens ne savent pas qu'il s'agit d'une sorte d'évolution à l'envers. Cette usure que nous constatons tous, c'est une loi de la nature que Carnot fut le premier à comprendre. C'est une forme de régression, je l'appelle le second principe de la thermodynamique. Et voici la définition. Toute composition physique, chimique, biologique qui ne reçoit plus d'informations tend à retourner à son état le plus probable, la poussière, la dispersion. Ah, on va voir si j'ai bien compris. Prenons l'exemple d'une composition comme un bonhomme de neige. Bon,
Il faut d'abord qu'il existe. Première phase, je dois donc le construire, autrement dit, le composer ou lui transmettre une information. Oh, chère Adélaïde, je note que cette construction elle-même se déroule par étapes. Il faut des étapes successives. Une telle œuvre n'est pas à la portée du premier venu. Très ressemblant. À présent, selon le principe d'entropie, si je n'y touche plus, ce bonhomme va se dégrader. Et oui, il va tendre à retourner vers son état le plus probable qui est la dispersion, la désagrégation. Il va s'user, comme on dit. Donc si je veux, je peux le maintenir composé, je dois continuer de l'informer. Autrement dit, je dois assurer un entretien. Exactement. Il faut réparer les fissures, remettre de la neige au bon endroit. Et tu dis que cette loi de l'entropie est valable pour tout ce qui existe. Il y a tout, absolument tout, plantes, animaux, hommes. Mais comment se fait-il alors que tout cela ne soit pas resté dans son état le plus probable? Comment se fait-il qu'il y ait des choses qui existent? Alors pour le bonhomme de neige, nous avons la réponse. C'est toi qui as fait sortir de la dispersion tous ces cristaux de neige. Oui, bien sûr, mais les êtres vivants, qu'est-ce qui les a fait sortir de leur état le plus probable vers lequel ils tendent maintenant à retourner? Alors là, Adélaïde, c'est la grande question. En attendant, j'aimerais bien que tu me rendes mon chapeau et mon écharpe qui sont sur le bonhomme de neige, sinon c'est moi qui fais me décomposer. Oh, l'amour aussi doit être entretenu, mon bonhomme de neige à barbe blanche. Hihihi. Voilà, on va faire une pause ici. Euh, voilà, donc on voit un peu mieux ce que c'est que cette loi, ce second principe de la thermodynamique, cette loi naturelle de l'entropie, voilà, qui nous donne une explication, qui donne une explication à Ronsard, hein, mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose, voilà, et pourquoi le soir elle perd ses feuilles et ses pétales, elle est fanée. Voilà. Et tout ce qui est comme ça composé, tous les organismes vivants notamment, mais pas seulement eux, tout ce qui est comme ça structure improbable, difficile à construire, eh bien, à un moment donné, subit cette loi de l'entropie, de la destruction et de la mort physique. Bon. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que en parallèle, vous voyez, il y a cette force de l'entropie, et en parallèle, vous avez une autre force qu'on va appeler, je ne sais pas comment, force de voilà d'évolution, d'organisation, enfin qui fait qu'au contraire, tout ce des choses qui étaient des atomes qui étaient à l'état de dispersion, eh bien, vont se retrouver rassemblés par un certain nombre de lois qui sont soit des lois de la nature, voilà, pour faire du sable, des cailloux, de l'océan, etc., ou ensuite des lois encore plus complexes, encore plus adaptées à chacun, qui sont les, les, les messages de l'ADN, les instructions pour faire du vivant. Et d'ailleurs, on fait la différence entre le vivant et non vivant par le contenu ou non d'ADN dans la chose, dans l'organisme. Voilà. En même temps, ça nous donne une explication. Voilà, la mort, enfin, la maladie non plus, là, ne sont pas des, comment dire, bien sûr, on peut leur trouver des raisons philosophiques, on peut leur trouver des raisons théologiques, mais une chose est sûre, et il faut maintenant que les religions, les philosophies prennent en compte ce réel, si elles veulent rester compatibles avec le réel, eh bien, il faut prendre en compte que cette mort physique, pour tout organisme vivant, plantes, animaux, hommes, et les hommes appartiennent à la montée des animaux, à la descendance des animaux, on pourrait dire, mais qui est plutôt une montée. Les êtres humains
ne sont pas des extraterrestres qui arrivent sur Terre comme ça. Nous avons vu que leur message génétique, nous avons vu que leur cerveau eux-mêmes nous enseignent sur la façon dont les êtres humains, sapiens, ont été construits progressivement par de longues étapes pour arriver jusqu'à eux. Ça ne veut pas dire qu'il y a un Dieu qui les a créés. Hein. On peut l'envisager si on veut. On peut aussi envisager de l'autre côté que non, c'est le hasard qui a tout fait. C'est le hasard à ce moment-là qui est comme divinisé, hein, ou alors c'est la matière qui est divinisée parce qu'elle est capable de faire ça toute seule. Bon, mais on a le droit de dire tout ce qu'on veut. Il faut que ce soit ensuite cohérent avec le réel d'une façon ou d'une autre, et c'est ça qu'on essaye de voir. Bon, alors nous apprenons donc que les êtres humains eh bien, mouraient comme les animaux, comme les plantes, comme tout ce qui est sur Terre. Et d'ailleurs, on a même vu que des choses qu'on ne peut pas appeler vivantes, hein, mais comme des structures comme le Soleil, hein, qui sont du gaz, de l'hydrogène, enfin beaucoup plus compliqué que ça. Mais bref, nous savons également que le Soleil, lui aussi, connaît une entropie, puisque quand il aura épuisé son réservoir de carburant qui est l'hydrogène, à raison de 4 pour 1, il le transforme en hélium, etc. C'est comme des bombes à hydrogène. Eh bien, à un moment donné, dans 4,5 ou 5 milliards d'années, le Soleil s'éteindra. Alors en fait, il explosera. Enfin bon, vous pouvez trouver tous les détails dans des bouquins. Le Soleil ne sera plus là. Bon, voilà. Et les astrophysiciens sont en train de nous dire qu'en fait, des soleils comme le nôtre, il y en a beaucoup, hein, il y a peut-être plusieurs centaines de milliards, au moins 100 ou 200 milliards dans notre galaxie, la Voie lactée. Tout ce qu'on appelle étoiles, ce sont soit des galaxies, soit des soleils, et que ces soleils vont connaître le même sort que le nôtre. Et d'ailleurs, on en observe déjà qui connaissent ce sort-là de s'éteindre en explosant ou pas, plus ou moins, en étant des supernovas ou des naines blanches. Bon, il y a pas mal de scénarios possibles, mais là aussi, ça répond à des lois de la nature. Et voilà, on ne peut pas dire parce que ce sont des lois de la nature, ce n'est pas de l'intelligence. Au contraire, il y a énormément d'intelligence là. Est-ce qu'elle se fait toute seule? Voilà, c'est des questions qu'on peut poser. Et encore une fois, le débat sera sempiternel. Maintenant, il faut voir, encore une fois, ce qui est compatible avec le réel ou pas. En tout cas, on ne peut plus dire que les hommes meurent à cause de telle ou telle chose qu'ils auraient faite. C'est un peu Platon d'ailleurs qui disait ça, le premier. Hein. Nous, les hommes, nous venons en fait, nous sommes des hommes spirituels, des sortes de dieux tombés à cause d'une faute et qui allons maintenant connaître la mort sur cette planète. Non, c'est impossible. Les hommes ne tombent pas d'une autre galaxie où il n'y a pas, comme disent certains, une faute faite dans un autre monde et qui nous aurait propulsés dans ce monde-là. Si c'était le cas, nous n'aurions absolument pas tout le système qui montre la trace des animaux dans notre constitution, dans notre cerveau et dans notre ADN. Euh, à moins d'être comme les fondamentalistes américains qui disent oh bah oui, on a mis des os de dinosaures dans notre musée absurde de la créationniste. On a mis des os de dinosaures parce que de fait on en trouve, et si Dieu a voulu mettre des os de dinosaures dans le décor d'Adam et Ève, bon, vous voyez, là on est dans l'irréel total et dans le refus du réel, justement. Mais bon, bref, passons. Voilà, alors comment se fait-il que sur notre planète, et certes, ailleurs on ne sait pas, on n'a pas encore trouvé, mais on trouvera peut-être, mais en tout cas sur notre planète que nous pouvons étudier, comment se fait-il que deux mouvements cohabitent, un mouvement de fabrication, de construction, de création, d'organisation pour faire une structure complexe comme un lapin ou un être humain, et que en même temps, une autre loi, celle de l'entropie, second principe de la thermodynamique, nous enseigne que justement tout ce qui est composé, tout ce qui vient d'être composé de cette façon-là, toc, va maintenant euh, tendre de façon nécessaire, déterministe, absolument déterministe, comment elle va tendre à, euh, à repartir à son état le plus probable, la dispersion. Bon, moi je connais des gens que ça a beaucoup interpellé de découvrir cette loi de la nature au cours de leurs études d'ingénieur et qui se sont dit, mais oui, c'est ce que dit l'épouse là, de Clausius, comment se fait-il comment se fait-il que
euh, alors que cette loi tend à tout déconstruire, désorganiser, comment se fait-il que des choses soient organisées? Voilà. Alors, on pourrait répondre un élément de réflexion. On pourrait dire, tiens, il y a une autre loi de la nature qu'on connaît, c'est la gravitation universelle. D'ailleurs, tiens, je vous ai parlé des 4 lois, il faudrait tout simplement les donner. Donc, il y en a une, c'est la gravitation universelle, mais elle n'est pas seule. Si elle était seule, bon, elle n'est pas seule. Il y a les lois de l'électromagnétisme, hein, qui entrent aussi en ligne de compte dans les 4 lois qui gouvernent l'univers dès le début. Et puis, il y a les interactions nucléaires, deux interactions nucléaires, la force forte et la force faible. Voilà, voilà les 4 grandes lois qui font que voilà, l'univers est tel qu'il est. Et d'ailleurs, des scientifiques nous disent que, imaginons que pour chacune de ces 4 lois, il y a un bouton de réglage, hein, comme sur une chaîne IFI ou je sais pas quoi. Vous avez 4 boutons de réglage ou comme sur même un chauffage. Bon, eh bien, si vous influencez en tournant un peu, si tel réglage était un peu plus fort ou un peu plus faible, eh bien, l'univers ne serait évidemment pas comme il est, hein, puisqu'il dépend de ces réglages tout à fait fins, de ces 4 forces. Alors, bien sûr, il y a d'autres forces après, hein, comme l'entropie, etc. Mais donc, ces 4 grandes forces du départ, euh, on a de la chance, voilà, c'est le mot qu'on peut employer de façon sommaire. On a de la chance qu'ils soient réglés comme ça, parce que s'ils étaient réglés autrement, je pourrais vous lire ça la prochaine fois, s'ils étaient réglés autrement, eh bien, l'univers aurait peut-être cessé, enfin, c'est pas qu'il aurait peut-être, il aurait assurément cessé son travail dont on parlait l'autre fois, apparition des premiers atomes 380 000 ans après le Big Bang, la date va s'améliorer, je vous rassure, mais voilà une étape de la création de l'univers, de la construction de l'univers, de l'organisation de l'univers. Bon, il aurait suffi que le réglage soit différent pour que on reste justement au nuage d'hydrogène et que jamais on puisse passer à une étape suivante. Ou alors, dans un autre cas, on reste à l'étape de l'hélium qui finit par user tout l'hydrogène de l'univers et évidemment ce composant essentiel qu'est l'hydrogène pour les vivants n'est plus disponible au moment où on pourrait essayer d'avoir des déclinaisons d'atomes voilà, jusqu'au vivant. Mais s'il n'y a plus d'hydrogène, il n'y a pas de déclinaison. Enfin, voilà. Je ne connais pas par cœur toutes ces interactions-là, mais en tout cas, pour simplifier, on dit ah bah on a de la chance. Alors il y a évidemment une solution qui consiste à dire on a lancé quelque chose, pas quelqu'un pardon, quelque chose a lancé des milliards d'univers en parallèle et comme ça les hypothèses, les probabilités sont effectuées par toutes ces tentatives d'hydrogène et nous en sommes un. Et voilà, il y en a plein d'autres autour, formidable, formidable. Bon, très bien. Ok, c'est simplement l'imposture consisterait à dire c'est une hypothèse scientifique, car même si elle est énoncée par un scientifique, ce n'est pas une hypothèse scientifique, c'est une hypothèse, on peut appeler métaphysique, mais le problème c'est qu'elle se déguise hein, en hypothèse scientifique avec la blouse, comme on a vu tout à l'heure. Bon, pas tout à l'heure, mais l'autre jour. Bon, écoutez, voilà, n'hésitez pas à envoyer des remarques, des questions. Moi, je suis pas professionnel de toutes ces choses-là. Hein. Je suis journaliste, je fais des dessins. Ça m'a intéressé de découvrir ce genre d'enquête qui était réalisée par le professeur Claude Tresmontant. Donc, si vous voulez vraiment exercer un travail d'intelligence ou de contestation, c'est une bonne idée d'aller lire ces livres à lui, qui sont certainement beaucoup plus intelligents que le peu que j'arrive à raconter ici avec voilà, mais enfin voilà, chacun fait ce qu'il peut. Et en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'était de communiquer des informations comme celle-là. Donc, on va continuer demain et puis les jours qui suivent. Mais voilà, si vous voulez aller plus loin, le professeur Tresmontant, qui a été professeur à la Sorbonne, hein, qui est mort il y a 22 ans maintenant, et j'ai d'ailleurs un site à vous conseiller que nous avons mis en place, qui est en train de se construire avec pas mal d'intervenants déjà, donc ça pourra répartir aussi les gens à questionner. Le site, c'est www.claudetresmontant, comme ça se prononce, .com. Voilà, vous tomberez sur le site qui renvoie aussi à des blogs, des choses.
Et là, ça peut être intéressant d'aller voilà, confronter des propositions aux intervenants que nous avons invités pour des journées Claude Tresmontant, un colloque, sachant que ce monsieur donc, est professeur, professeur de philo des sciences, et qui est également un des grands spécialistes de l'hébreu, peut-être le plus grand spécialiste de son vivant, puisque le rabbin Kaplan, le grand rabbin de France, à l'époque, il y a quelques dizaines d'années, avait dit de lui, juste parmi les nations, Claude Tresmontant est l'homme au monde qui sait l'hébreu. Nous savons de l'hébreu, lui, il sait l'hébreu. Voilà, ça peut être intéressant quand on fait des travaux sur des textes anciens, surtout je crois qu'il savait aussi l'araméen et pas mal de choses. Bon. En tout cas, je vous dis, portez-vous bien, à demain et on aura encore des nouveaux épisodes. Voilà. À bientôt, au revoir.